La saga Alien a toujours été une plongée dans nos peurs les plus viscérales. La violence, la survie, l'horreur et l'étrangeté. Mais si ces films continuent de fasciner des décennies après leur sortie, c'est en grande partie grâce à un sous-texte omniprésent, celui de la sexualité. Ridley Scott, H.R. Giger et les autres réalisateurs ont intentionnellement utilisé des imageries suggestives pour amplifier l'horreur et l'angoisse dans cette saga. Salut et bienvenue sur Anacaland. Avec la sortie récente d'Alien Romulus, cet aspect hum-hum de la franchise revient au cœur du récit et de l'imagerie de manière plus explicite que jamais. Ce film réactive, voire exacerbe, des symboles corporels déjà bien établis dans toute la saga. Pourtant, comme annoncé dans une vidéo précédente, ce n'était pas un sujet que je pensais aborder un jour sur YouTube. Car, vous le savez, ce sujet n'est pas simple à traiter sur la plateforme. Mais comme Romulus en a remis une bonne grosse couche à ce niveau-là, ça m'a finalement semblé être une bonne idée. Du coup, je vais tenter d'être le moins explicite possible dans mon vocabulaire, je vais user de pirouettes lexicales pour éviter la démonétisation. Mais ne vous inquiétez pas, vous verrez très bien où je veux en venir. Et surtout, cette vidéo aura vraiment besoin de votre soutien pour le référencement. Alors likez, commentez et partagez-la pour l'aider à faire son chemin. La sexualité dans Alien a été largement étudiée et discutée, mais il est toujours intéressant de revisiter ce sujet à la lumière des nouvelles itérations. De plus, si vous êtes curieux d'en savoir plus sur Romulus, je vous invite à regarder ma critique dédiée qui se concentre plus spécifiquement sur le film. Car dans cette toute nouvelle série de vidéos, je vous propose une exploration synthétique de ces thèmes à travers les 7 volets de la franchise. Non pas pour tout détailler précisément, mais plutôt pour peindre un tableau de l'évolution de cette représentation au fil des films. Un sujet que j'avais déjà exploré dans un mémoire en 2011 et qui concernait alors seulement les 4 premiers opus. Un texte d'une 40aine de pages que j'ai bien sûr grandement synthétisé, pour en conserver les aspects les plus essentiels, et auquel j'ai évidemment ajouté quelques réflexions sur les récents développements apportés par les films plus modernes. Mais évidemment, malgré ça, une seule vidéo serait bien trop longue, passant d'un sujet à l'autre de façon beaucoup trop rapide. J'ai donc opté pour une série qui retracerait ces thématiques à travers certains films. Pour cette première, on va donc commencer par le plus évident, l'horreur sexuelle originelle du premier Alien, le 8e passager, avant de faire un bond de 45 ans dans le futur jusqu'à Romulus, où ces idées deviennent presque trop littérales, tout en faisant une légère digression qui servira aussi de transition sur le sujet du féminisme dans la franchise, et de montrer à quel point notre monde a changé sur des sujets comme celui-ci, et pas forcément pour le meilleur. Donc je le redis, mais si celle-ci vous plaît et que vous voulez en connaître la suite, balancez vos plus beaux likes et commentaires. Enfin, avant de plonger dans cette analyse, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne rien manquer de la suite de nos voyages fictionnels. Dans le film original de Ridley Scott, l'imagerie intime est omniprésente mais subtile. Le xénomorphe conçu par H.R. Giger est une créature imprégnée de symboliques grotesques. Son design est à la fois phallique et organique, avec des aspects rappelant à la fois les organes génitaux masculins et féminins. Le premier et le plus évident des symboles concerne le facehugger et la peur de la pénétration. L'idée d'une créature qui s'attache au visage pour implanter un embryon est directement inspirée des angoisses liées à la sexualité. Le facehugger, par son apparence organique et ses tentacules, évoque une intrusion forcée, une pénétration non consentie et traumatisante. Ce thème est renforcé par le fait que la victime principale de cette attaque, Kane, interprété par John Hurt, est un homme. Le film joue ici avec une inversion des rôles traditionnels en montrant un homme enceint, fécondé contre son gré. Ridley Scott, le réalisateur, a expliqué que cette inversion était intentionnelle pour choquer le public, en exposant une forme de violence sexuelle rarement représentée sur le corps masculin à l'écran, et d'autant plus à l'époque. Le facehugger a été conçu par H.R. Giger avec des influences biomécaniques et organiques très explicites, évoquant les organes reproducteurs féminins comme masculins. Dan O'Bannon, le scénariste, a déclaré qu'Alien avait été pensé pour mettre mal à l'aise les hommes autant que les femmes, en jouant sur des angoisses corporelles partagées. Rapidement après ça vient la scène du chestbuster, entre pénétration littérale et naissance monstrueuse. L'une des scènes les plus emblématiques du film, où l'embryon xénomorphe éclate la poitrine de Kane, est une métaphore terrifiante de la naissance et de la reproduction forcée. Cette séquence combine la peur de la pénétration avec celle de la grossesse non consentie, symbolisant une invasion corporelle irréversible. Dan O'Bannon, lors d'interviews, avait expliqué que cette scène représentait la peur de la violation et de la grossesse en tant qu'horreur. Ce moment est d'autant plus frappant que l'équipage du Nostromo regarde impuissant, incapable d'aider Kane, ce qui renforce l'idée de l'horreur et de la solitude face à l'agression sexuelle. Ridley Scott a délibérément filmé la scène avec une violence graphique pour choquer le spectateur, mais aussi pour souligner l'idée d'une naissance qui est tout sauf naturelle ou désirable. Il n'avait par exemple même pas prévenu ses acteurs des tenants et aboutissants de la scène, expliquant l'authenticité des hurlements de Veronica Cartwright. Le sang jaillissant, les cris d'agonie et la créature qui s'échappe rappellent une naissance monstrueuse, où la vie et la mort sont inextricablement liées.
H.R. Giger a ouvertement inspiré ses designs par l'érotisme au sens large, et par le sadomasochisme. Le xénomorphe dans sa forme adulte est une créature à la fois phallique et féminine, mêlant des éléments érotiques et menaçants. Giger a conçu le xénomorphe en s'inspirant de son propre art, qui fusionne organique et mécanique avec des références explicites à la symbolique corporelle. Le crâne lisse et allongé rappelle un symbole phallique, tandis que la bouche secondaire, surgissant de l'intérieur, est une représentation quasi perverse de la pénétration forcée. Le corps du xénomorphe est également bardé de textures qui évoquent le cuir ou le métal, des références visuelles au sadomasochisme et à l'érotisme déviant. Ce mélange de séduction et de répulsion contribue à créer une créature à la fois fascinante et terrifiante. Et pour le coup, il a vraiment réussi son coup, la preuve, on en parle encore 45 ans après. Selon Giger, le but était de créer une bête biomécanique qui représente la fusion des angoisses corporelles humaines et de la mort. Le xénomorphe était littéralement pensé comme une allégorie de l'agression sexuelle. La créature incarne une forme de viol perpétuel. Elle ne tue pas simplement ses victimes, elle les utilise pour se reproduire. Ce qui fait d'elle une manifestation ultime de la peur de l'exploitation sexuelle. La manière dont elle attaque Brett ou Lambert est directement reliée à cette imagerie d'agression. La scène avec Lambert, par exemple, où l'on voit l'ombre du xénomorphe et sa queue approcher de sa victime, associée au cri de terreur, est particulièrement ambiguë, laissant entrevoir une forme de violence non consentie. Mais ce n'est pas tout, il n'y a pas que les monstres qui traduisent cette thématique dans le premier film. La mise en scène est aussi très explicite sur le sujet, notamment avec la scène du conflit avec Ash, qui est une agression sexuelle par procuration. Ash, l'androïde infiltré, attaque Ripley avec un magazine roulé qu'il tente de lui enfoncer dans la bouche, et ce dans une cabine tapissée de photos suggestives. Ce geste, à la fois absurde et profondément troublant, a été interprété comme une représentation symbolique de l'agression sexuelle. Le magazine, ici, devient une extension phallique, et la scène renvoie à la tentative de domination masculine sur une femme résistante. Ian Holm, l'acteur jouant Ash, a lui aussi décrit cette scène comme un moment de violence perverse et désincarnée, où la machine agit de manière purement destructrice. Le fait que cette attaque vienne d'un androïde souligne aussi une critique de la déshumanisation et de la violence systémique. Et enfin, c'est carrément Ripley qui est sensualisé à son tour, avec la scène de la combinaison entre vulnérabilité et érotisme. Le moment où Ripley se déshabille avant l'affrontement final est souvent perçu comme une scène ambiguë, mêlant sexualisation et vulnérabilité. Ripley est montrée en sous-vêtements, de très petits sous-vêtements, révélant son corps de manière à la fois intime et inconfortable. Ridley Scott a même reconnu que cette scène jouait sur l'idée de la sexualisation du corps féminin. Mais il voulait aussi illustrer l'idée que Ripley est une personne ordinaire, avec ses propres faiblesses, un être aussi fragile que les autres. Cette tension entre la sexualisation du personnage et son statut de survivante héroïque renforce son humanité tout en soulignant les enjeux de genre dans le film. De plus, la présence du chat ajoute à cette humanité et cette vulnérabilité au personnage de Ripley. Ceci, ajouté au double sens du nom de l'animal, en anglais comme en français, ajoute encore à cette symbolique. Tout comme ce dernier plan d'Hélène, endormie dans sa capsule avec le mouvement de caméra et ses mains stratégiquement positionnées, suggérant presque un moment de plaisir solitaire. En bref, une héroïne qui ne l'était pas jusque-là et qui devient tout à coup hypersexualisée dans le final. Le choix avait par exemple été fait de ne pas lui donner une relation intime avec le commandant Dallas, pour justement ne pas la sexualiser ni la rendre dépendante de l'autorité masculine. Alien n'est pas seulement un film d'horreur, mais une exploration viscérale des peurs sexuelles humaines. Le film utilise la science-fiction pour donner forme à des angoisses primitives, la peur de la pénétration, la grossesse non désirée, l'exploitation sexuelle et la mort. À travers ses symboles corporels omniprésents et son esthétique biomécanique, Alien redéfinit la manière dont l'horreur peut explorer la sexualité sous toutes ses formes. L'horreur physique de Alien reste intemporelle parce qu'elle touche à des peurs universelles, rendant le film aussi pertinent aujourd'hui qu'il l'était en 1979. La tension entre attraction et répulsion, désir et terreur donne à Alien une place unique dans l'histoire du cinéma. L'un des aspects les plus révolutionnaires du premier Alien réside dans son héroïne, Ellen Ripley, interprétée par Sigourney Weaver. À une époque où les films d'horreur et de science-fiction mettaient presque exclusivement en avant des hommes, Ripley est devenue une figure iconique du féminisme au cinéma, aux côtés de Sarah Connor et même de la princesse Leia. Non seulement Ripley incarne une femme forte et indépendante, capable de prendre des décisions cruciales sous une pression extrême, mais elle défie aussi les stéréotypes de genre en prouvant que le courage et l'intelligence ne sont pas l'apanage des héros masculins. Cependant, la franchise Alien a toujours maintenu une tension entre célébration du pouvoir féminin et une imagerie profondément imprégnée de violence sexuelle, qui complexifie le discours féministe. Mais c'est en cela que le message prend toute sa force, me semble-t-il. Au fil des films, Ripley puis d'autres personnages féminins ont dû naviguer dans un monde où le corps féminin est à la fois glorifié et menacé, souvent par des forces extérieures symbolisant le contrôle masculin, le vilain patriarcat.
Mais en 45 ans, notre monde a considérablement changé, paraît-il. Les discussions sur le féminisme, les droits des femmes et les représentations des genres au cinéma ont évolué, tout comme les attentes du public. La franchise Alien a reflété ces évolutions de manière parfois conflictuelle, avec des interprétations variées du rôle des femmes et de la sexualité. Dans Romulus, ces thèmes, déjà omniprésents dans les premiers films, sont non seulement revisités mais amplifiés de manière presque déconcertante. À travers cette évolution, on perçoit comment la saga Alien s'est adaptée aux transformations culturelles, tout en laissant parfois transparaître une certaine nostalgie pour un passé cinématographique où les ambiguïtés morales étaient plus acceptées. Romulus nous force à nous interroger. La société actuelle, avec sa sensibilité accrue aux questions de genre et de sexualité, est-elle prête à affronter l'horreur brute et le commentaire social que la saga Alien a toujours cherché à explorer? Ou bien avons-nous quelque part perdu la capacité à accepter des représentations aussi directes qu'inconfortables? En clair, est-ce qu'on ne serait pas devenu un peu trop fragile dans notre illusion du progrès? L'exemple parfait pour opposer ces deux visions, séparées de près d'un demi-siècle, passe à travers une des nombreuses références très appuyées du nouveau film envers le premier. La scène où le personnage de Rain dans Romulus se retrouve elle aussi en sous-vêtements et doit finalement lutter contre un dernier ennemi, avec le coup de la combi, tout ça. Et alors que dans la version originale, Ripley, comme je le disais plus tôt, se retrouvait en très petite tenue, reflétant à la fois une sexualisation de dernière minute, mais surtout une vulnérabilité très féminine dans l'imaginaire, ici, Rain porte un caleçon long de mec avec un t-shirt ample, ne laissant apparaître aucune courbe. Et outre le manque de glamour et de féminité dans sa tenue, c'est surtout par cette absence de fragilité apparente, de vulnérabilité tant physique que symbolique, que le nouveau film perd de la splendeur des heures glorieuses de la franchise. Et c'est aussi un excellent exemple de comment tous les combats modernes, les excès de politiquement correct et les trigger warnings par milliers dénaturent un message pourtant essentiel. Une femme peut être fragile, seule, faible et tout ce qu'on veut, mais y compris bien sûr sexy, tout en étant ultra badass et défoncer du xénomorphe par paquet de 12. Et je pense que c'est justement en cela que je trouvais dans ma review de Romulus que Rain était parfois trop badass, alors qu'il est vrai qu'elle ne fait pas plus que ce que Ripley nous avait déjà montré. Mais Ripley, elle, au moins assumait sa féminité et sa condition de faible femme. Dans l'imaginaire collectif, encore une fois, on se calme. Révélant là encore l'hypocrisie du monde dans lequel on vit et de notre très chère pop culture. Les messages se veulent militants mais ne font que resserrer l'étau autour de telle ou telle catégorie de personnes. En voulant briser le moule et les cases, on en a juste créé des centaines d'autres. Mais bon, c'est un débat qui mérite sa propre vidéo, donc je vais m'arrêter là. Ainsi, après avoir analysé l'horreur sexuelle originelle du premier Alien, nous allons maintenant faire un bond de 45 ans dans le futur pour découvrir comment ces thèmes sont réinterprétés dans Romulus, nous laissant face à une vision du monde qui, bien qu'évoluée, pose de nouvelles questions sur la place de la femme et de la sexualité au cinéma. Avec Alien Romulus, la franchise franchit un cap en explicitant des sous-textes sexuels qui jusqu'à présent étaient majoritairement métaphoriques ou implicites. Ce nouvel opus adopte une approche bien plus frontale et directe des thématiques liées à la sexualisation et la reproduction tout en reprenant des éléments déjà présents dans les films précédents. Il reflète en partie l'évolution des sensibilités culturelles autour de la sexualité et du consentement. Dans les films précédents, la dimension sexuelle était principalement symbolique, comme expliqué avec l'histoire du facehugger ou le cycle de reproduction du xénomorphe. Romulus, lui, mise sur une imagerie encore plus explicite. Dès les premières séquences avec les créatures, la sexualisation des interactions entre ces dernières et les humains est renforcée, tant visuellement que narrativement. Les nouvelles versions des facehuggers apparaissent d'abord dans une séquence très humide, accentuant leur aspect grouillant et visqueux, comme ce sera le cas plus tard avec les xénomorphes plus poisseux que jamais. Les attaques des aliénoïdes, comme ils les appellent, deviennent encore plus explicites, avec leurs appendices cherchant à s'introduire dans la gorge des deux jeunes hommes. Il en va de même pour les attaques ultérieures des xénomorphes adultes, avec leur seconde mâchoire conçue comme une allégorie de la violence sexuelle qui devient ici encore plus brutale. Il est d'ailleurs intéressant de noter que dans ce film, ce sont exclusivement les personnages masculins qui subissent ces différentes agressions, à l'exception de Navarro, la jeune pilote qui se fait effectivement féconder par un facehugger. Bien que, dans son cas, ce soit l'extraction qui soit montrée et non la pénétration. Cela reflète probablement une préoccupation contemporaine liée à la modernité et au politiquement correct. Ces choix de mise en scène et de design, dont nous parlerons juste après, soulignent l'intention des créateurs de renforcer le lien entre le cycle de reproduction alien et l'horreur corporelle. La fusion de l'érotisme et de la terreur anatomique, déjà présente dans la saga, atteint ici son paroxysme. Les créatures de Romulus introduisent une nouvelle génération de xénomorphes, dont l'apparence et les comportements sont intentionnellement sexualisés. Après la fécondation, l'étape ultra explicite suivante est bien sûr celle du chestbuster. Contrairement au film précédent, où cette étape était rapide voire expéditive pour éviter d'en faire trop, ici elle devient d'autant plus trash. Le jeune alien prend son temps pour s'extraire de la poitrine de la jeune femme.
Et l'espèce d'enveloppe de peau dont il s'extirpe très lentement est littéralement pensée comme un phallus en expansion, avec toujours une allégorie de l'accouchement. Ce thème devient à la fois plus puissant, dérangeant et très graphique dans Romulus. Une autre image très explicite est celle de l'organe reproducteur féminin poussé à son paroxysme. Le cocon grâce auquel le xénomorphe, tel un papillon dans sa chrysalide, devient la créature mortelle que nous connaissons. Je pourrais même ajouter l'aspect de la mue du chestbuster sur le sol, telle une vieille capote usagée. Mais ça, c'est peut-être moi qui ai l'esprit un peu tordu. En ce qui concerne les nouvelles créatures, ou la nouvelle créature, ce film frappe fort. Avec le genre de Newborn 2.0, un nom que je ne trouvais pas génial dans Alien 4 mais qui ici serait bien plus approprié, ce nouvel alien, donc encore plus humanoïde que le précédent, pourrait effectivement être associé à l'apparence des ingénieurs, ce qui le rend d'autant plus dérangeant. L'horreur corporelle est poussée à son maximum avec cette créature, car elle est vraiment trop proche de notre anatomie. Et en parlant d'anatomie, j'en ai déjà vaguement parlé dans ma critique, mais son appendice manquant entre ses jambes avec seulement une sorte d'ouverture cloacale presque dentée est aussi très malaisant. Les formes précédentes des xénomorphes étaient asexuées, mais celle-ci cache clairement quelque chose sous sa carrosserie. Et je suis plutôt content de ne pas l'avoir vue. Sa langue était déjà bien flippante, alors le reste je n'ose même pas imaginer. Avec un corps plus humanoïde, presque androgyne et des mouvements moins fluides et gracieux, ce nouveau xénomorphe est conçu pour susciter à la fois fascination et dégoût. Le film joue sur cette ambiguïté, créant des moments où l'horrifique se confond avec une forme d'attraction malsaine, notamment dans la scène avec sa maman. Un point clé du film est le design de cette nouvelle créature au moment de sa naissance, ou éclosion. À cet instant, contrairement à ce qu'on aurait pu imaginer ou même anticiper, ce bébé semble presque mignon et sans défense. Cette créature devient une parodie monstrueuse de la sexualité et de la reproduction humaine, rappelant les peurs liées à la procréation incontrôlable et à l'invasion corporelle. Cette dérive visuelle, avec des caractéristiques sexuelles accentuées, intégrant des éléments d'érotisme macabre et grotesque, rappelle le travail initial de H.R. Giger, mais avec un accent plus prononcé sur le grotesque érotique et l'horreur anthropomorphique. Romulus s'inscrit dans une logique de boucle narrative, revenant sur des thèmes de création et de procréation déjà explorés dans les anciens films Alien, ainsi que dans Prometheus et Covenant. Là où les films précédents abordaient la création d'un point de vue presque cosmique ou métaphysique, Romulus ramène ces questions à des dimensions plus viscérales et charnelles. Ici, la créature finale, le nouveau-né, n'est plus le fruit du xénomorphe, mais directement de la matière noire introduite dans Prometheus et injectée dans une femme enceinte. Les expériences menées par les scientifiques de la station Romulus sur les xénomorphes et leur cycle reproductif prennent une place centrale dans le récit. Ces expériences sont imprégnées d'un voyeurisme scientifique où la sexualisation est décomposée, analysée et exploitée à des fins d'eugénisme et d'évolution forcée de l'espèce humaine. Cette vision clinique de la reproduction alien et de ses implications pour la biologie humaine rappelle certaines critiques de la culture moderne sur la surveillance et l'exploitation du corps. Le film ne se contente pas de sexualiser les créatures, il explore également les relations entre les personnages humains à travers ce prisme. Je passe rapidement sur l'aspect très évocateur de tous ces couloirs étroits et tortueux car c'est plutôt clair. Mais le désir, la domination et la peur sont souvent exprimés à travers des métaphores affectives dans Romulus. Bon nombre de personnages ont des interactions douces et affectueuses, attestant de leur lien humain profond, y compris lors de scènes où ils sont confrontés à des situations qui mettent en jeu leur intégrité physique. Cela pousse parfois le spectateur à s'interroger sur la nature du désir et de la peur. Ici, la sexualité humaine devient le déclencheur direct de l'horreur, illustrant comment le désir peut mener à la destruction, un thème récurrent dans toute la saga. Romulus marque donc une nouvelle étape dans la franchise Alien, en embrassant pleinement les sous-textes sexuels qui avaient été abordés de manière plus allusive dans les films précédents. En optant pour une représentation plus directe et provocante de la sexualité, Romulus force le spectateur à affronter des thèmes dérangeants, où l'érotisme et l'horreur sont indissociables. Ce film, en se concentrant sur la sexualisation explicite des créatures et des interactions, devient à la fois une synthèse et une radicalisation des thématiques qui font la force de la saga depuis le début. La saga Alien a toujours utilisé le corps humain comme un champ de bataille, où le sexe, la reproduction et les dynamiques de pouvoir sont transformés en instruments d'horreur. Dans le premier film, Alien le 8e passager, cette horreur est à la fois subtile et brutale, ancrée dans l'idée d'une intrusion forcée, d'une violence sexuelle symbolique et d'une maternité monstrueuse. Ripley, en tant que figure féminine centrale, incarne la résistance face à ces forces oppressives, mais aussi la complexité de ce combat qui mêle émancipation et vulnérabilité. Avec Alien Romulus, ces thèmes sont réinterprétés dans un contexte contemporain, où les sous-textes sexuels et le féminisme sont poussés à l'extrême, devenant presque trop littéraux et un peu caricaturaux. Romulus ne se contente pas de revisiter les terreurs du premier film, il les amplifie pour répondre à une société qui a évolué dans son rapport à la sexualité, au genre et à la représentation des femmes. Mais cette évolution soulève une question essentielle. Jusqu'où peut-on aller dans l'explicitation sans perdre la subtilité et l'impact psychologique de l'horreur ?
La franchise Alien reflète aussi l'évolution du féminisme à travers les décennies. Le premier volet avait posé les bases avec une héroïne forte et indépendante, mais aussi avec une imagerie ambiguë, tandis que Romulus semble vouloir à la fois honorer et challenger cet héritage. C'est pourquoi nous explorerons ces questions plus en détail dans les prochaines vidéos, notamment à travers des thématiques comme la maternité sacrificielle dans Aliens, l'érotisme grotesque d'Alien 3 ou encore la dérive bioérotique d'Alien Résurrection. Car il est clair que le féminisme, tout comme l'horreur, a évolué avec la saga. Je vous invite donc à partager vos réflexions dans les commentaires et à me suivre pour les prochaines vidéos où nous continuerons d'explorer comment la saga Alien a utilisé et redéfini ses thèmes à travers les différentes époques et perspectives culturelles. Alors à très vite sur Anakaland. Bye!